On est parti du campement et on a marché longtemps. Je marchais, je marchais, et nous sommes arrivés devant l'un des bâtiments du gouvernement, abandonné, abandonné précisément, parce que tout le monde ici n'approuvait pas les lois qu'ils avaient mis en place. Ce bâtiment était détruit. Je suis donc rentré dans le bâtiment pour voir. La cour, encore intacte, protégeant les sièges, les meubles, les feuilles et les dossiers. J'ai observé. De l'autre côté, la vieille horloge. La structure était cassée, mais le tic-tac de l'horloge fonctionnait. Je me sentais en sécurité, comme si les règles existaient de nouveau, en confiance avec le bâtiment, comme si quelque chose était identifiable. Et puis nous sommes ressortis. On a trouvé un camp de réfugiés, tous qui étaient blottis les uns contre les autres, en dessous d'une vieille tente, qui n'était rien d'autre qu'un voile de tissu imbibé d'eau. On leur a retiré leur voile, pas par méchanceté, mais pour mettre une bâche qui ne laissait pas passer l'eau. On l'a tendu afin que l'eau se répande sur les côtés et que l'eau ne se remplisse pas. Ça aurait pu être un moyen d'avoir une source d'eau fiable, mais on l'a tendu et ils se sont mis en dessous. Avec les réfugiés et les personnes qui étaient ici, on a fait rouler des tonneaux. Je les ai lavés, désinfectés à l'éponge et j'ai jeté de l'essence. Ça a brûlé, brûlé. Et on a nourri le feu avec du bois, avec des vieux vêtements déchirés, avec les vieilles tentes qui n'étaient plus fiables. Et j'ai demandé s'ils avaient de la nourriture. Un jeune garçon est venu, les cheveux noirs et crépus. Il nous a montré un endroit. Alors oui, il y avait de la nourriture, mais dissimulée sous la pourriture. C'était mangeable, mais il fallait tout remettre en place. Et c'est ce qu'on a fait. Il y avait une vieille échelle. Il y avait de quoi bricoler dans une boîte. Et on a fait ça le lendemain, dès la sécheresse, alors que la nuit il pleuvait, sous un pont où toute la journée, et même la nuit, on entendait les voitures passer. Un jour, près du passage à niveau, on a entendu un crash, une voiture qui s'était plantée. Nous sommes tous allés voir au bord de la baie et une voiture était enfoncée sur le toit. J'ai essayé de la prendre par la main, la femme, mais j'ai vu percer son ventre. Un métal du fauteuil passager qui l'avait déjà achevé. Le volant était cassé en deux. Par une telle puissance, le train était parti, que j'ai vu s'en aller. Elle a certainement dû le manquer ou se le prendre dans le pare-choc et dériver, alors qu'elle pensait pouvoir y passer en confiance. Mais peut-être qu'elle regardait tout d'un regard injustifié. Peut-être que sa perception n'était pas tellement celle qu'elle pensait. On l'a aidée, amenée à l'hôpital le plus proche, un hôpital militaire. Sous les moniteurs et le nombre de fois qu'on a essayé de la ramener à la vie, à un moment, je suis resté là, confiant et sûr qu'elle allait revenir. Mais le moniteur s'est arrêté de battre. Ne mesurant plus son pouls,
Je me suis dirigé au-dessus d'elle. Elle était morte, alors que mon doigt appuyait sur son cou. Elle était morte et avait rendu l'âme. J'ai eu un frisson dans le dos, et je te l'ai expliqué, que j'ai eu ce frisson dans le dos. J'avais ma théorie en tête, mais elle était complètement farfelue. Son âme avait quitté son corps, traversant le mien. Je ne t'ai jamais parlé de la théorie du quelques kilogrammes en moins. Eh bien non. Il y a cette théorie qui existe, racontant que quand quelqu'un meurt, il perd quelques grammes. Pas beaucoup, mais quelques grammes. Et il suffira à laisser penser que c'est le poids de son âme qui s'échappe de son corps. C'est ce que j'ai pensé, mais je n'ai pas senti d'enfoncement. Je n'ai pas senti d'enfoncement dans le matelas, si ce n'est que mes mains sur le côté. Je suis revenu au camp des réfugiés. Tu es venu près de moi, me donnant un bol de soupe, de quoi manger, et du pain rassis. C'est tout ce qu'il y avait, malgré la pourriture, là où on protégeait maintenant avec de grandes bâches, où on protégeait la nourriture, et de quoi manger, principalement des conserves, qui n'avaient pas besoin d'être réfrigérées. La pluie les gardait au frais. Et même s'il y avait de la pourriture sur les étages, la pluie les gardait au frais. C'était comme un frigo géant. C'était assez simple. Tandis que pour les ouvrir, c'était moins simple. Parfois on se coupait, tellement les conserves étaient mouillées. Alors on utilisait un couteau pour les ouvrir et les percer. Ensuite on surélevait au-dessus. Et là, on versait tout dans des bols. Et même s'il fallait chauffer, parfois on n'en avait pas la possibilité. Si on mettait le bol au-dessus des flammes, il se cassait, se fracturait, et tout tombait dans les braises. Alors parfois, il fallait en profiter, mais tout se partageait froid, alors que certaines choses étaient censées être réchauffées. Mais la minorité de choses qui pouvaient être mangées autant froid que chaud étaient alors mis dans des bols pour être partagées. On a continué à marcher un peu plus loin, disant qu'on allait revenir et trouver une supérette, peut-être abandonnée ou pas, qui sait, ceux qui vivent en dehors du périmètre. Et on a trouvé une supérette, mais sur le chemin surtout, 2 corps avec 2 mitraillettes, 2 gardiens, 2 soldats de notre armée à nous, des USA, 2 gardiens morts, écroulés au sol, ventre, ventre et tête contre le sol, face contre terre, avec l'arme sur le côté et le sang qui était encore en train de couler, légèrement, mais surtout plus qu'autre chose à cause de cette chaleur étouffante, séchée. On est revenu avec les quelques conserves qu'on avait trouvées dans une station-service. Nous n'avons pas fait le plein, juste pris quelques bidons d'essence pour nourrir le feu ce soir. Et lorsqu'on était revenu, on a tout placé dans les conserves. On a tout placé dans les étables, dans les étagères à conserve. Et dans les étagères à conserve, tu m'as regardé. Tu m'as dit, tu promets qu'on va les aider, qu'on va rester ici. Et je t'ai répondu, ni oui, ni non. Je t'ai dit, un certain temps sûrement. Mais je ne peux pas te promettre qu'on va les aider. Je ne peux pas te promettre qu'on va y réussir et y parvenir. Mais je te promets de les libérer du certain poids qui leur pesait sur les épaules, de ne pas pouvoir se satisfaire tout seul. Ça, on allait essayer. Mais rester ici, comme ça, tout le temps, pour pouvoir les aider, ça n'allait certainement pas être possible. Alors nous sommes restés juste un jour de plus, afin de rester avec eux, d'être complices avec certains enfants, de pouvoir jouer la journée,
même sous une chaleur étouffante. Et quand il y avait cette chaleur étouffante, on allait sous le pont pour jouer, avec des barres de fer, avec des morceaux de bois. C'était ce qu'on avait pour jouer. Et une vieille peluche que l'un des enfants se réservait pour lui, de temps en temps, mais qu'ils échangeaient entre eux. Au fur et à mesure que les jours passaient, il y avait un échange à faire. Et moi je partais jouer avec eux, à la lumière du soleil ou à l'ombre. On les avait aidés à retrouver un semblant de vie à peu près normal. Mais pour nous, il était temps de repartir maintenant et de les laisser vivre tels qu'ils l'entendaient, alors on les avait aidés pour la nourriture et qu'on les avait aidés. On les avait aidés pour la nourriture, pour vivre et pour le feu, pour se réconforter. Maintenant pour nous, il était temps de reprendre le chemin. Même si on savait qu'on allait retomber sur le même genre de camp, et même si on savait qu'on allait retomber sur le même genre de choses, comme ces deux cadavres morts. Mais je préfère un camp à deux cadavres morts effondrés face contre terre. Car les deux cadavres représentent le fait que nous n'avons plus vraiment de protection pour nous protéger dans ce monde abandonné et silencieux, tandis qu'un camp suggère qu'il y a peut-être encore de la vie quelque part. Et notre but, c'est de l'atteindre, cette vie.